Salut tout le monde, c'est Mr Flèche et aujourd'hui on va parler de Candy Crush. Et quand je parle d'un sujet, je n'en parle pas à moitié, aussi surprenant soit-il. Ayant toujours été un joueur console et PC, je n'ai jamais été très attiré par le marché des jeux mobiles que j'ai toujours vu comme des petits jeux passe-temps ou des attrape-nigo. Pourtant, même si une bonne partie des joueurs comme moi prennent ce secteur de haut, force est de constater qu'il s'impose de plus en plus dans le paysage vidéoludique. On estime qu'en 2015, le secteur mobile représentait 24% du chiffre d'affaires mondial du jeu vidéo et pourrait atteindre 34% d'ici 2019. Il suffit d'observer tous ces grands éditeurs qui se convertissent petit à petit au marché en important des licences originairement sur console. Du coup, il fallait bien que je me plonge un jour dans cet univers particulier afin de mieux le comprendre. Et Flèche, c'est quoi ce cahier qui traînait sur ton bureau ? C'est le journal de bord que j'ai commencé à tenir au tout début de l'année 2016 afin de noter mon expérience sur les jeux mobiles. Je peux lire ? C'est un peu gênant, surtout le passage où j'ai failli percuter un cycliste dans la rue car je jouais sur mon smartphone. Mais bon, c'est dans l'intérêt de l'épisode alors, tu peux y aller. 1er janvier 2016. Cher journal de bord, pour l'année 2016, j'ai pris une résolution. Mais pas vraiment une bonne. Je vais tester Candy Crush. À l'époque déjà, je crachais sur toutes ces applications à la Farmville à cause de ces amis qui, à défaut de profiter de leur vie, m'en demandaient une sur Facebook en polluant mes notifications. J'ai toujours refusé de cautionner les jeux du même genre, je jugeais les gens qui y jouaient, et pourtant, cette année, je vais tester Candy Crush. Tester si son côté addictif est réel, tester si c'est amusant, bref, je vais me plonger dans l'expérience. Avant de parler de Candy Crush, parlons vite fait de King, l'entreprise qui a créé ce monstre. Oui, je vais pas me priver de casser du sucre sur leur dos. King est une entreprise britannique, fondée en 2003, et qui a été rachetée en 2016 par Activision Blizzard pour la modique somme de 5,9 milliards de dollars. Quant au jeu Candy Crush, il est sorti sur navigateur en mars 2011, sur Facebook en avril 2012, et sur mobile en novembre 2012. Si on devait résumer l'application en quelques chiffres, issus de 2015, ce serait 318 millions de joueurs dans le monde, 509 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'année, et 2950 niveaux, un nombre qui augmente progressivement. Le jeu est même préinstallé sur Windows 10, au même titre qu'un solitaire ou un démineur. Cependant, avant de débuter l'expérience Candy Crush, je vais jouer à Bejeweled. Pourquoi ? PopCap Games est une entreprise de jeux vidéo fondée en 2000 aux États-Unis et rachetée par Electronic Arts le 12 juillet 2011. En 2001, PopCap Games sort un jeu du nom de Bejeweled sur navigateur. Il s'agit d'un time matching puzzle game dans lequel vous devez déplacer des joyaux afin de faire des alignements horizontaux ou verticaux d'au moins 3 joyaux identiques. Attention, vous ne pouvez déplacer un joyau avec son voisin que si cela crée un alignement. Plus vous faites de combos, plus votre score augmente et la partie s'arrête lorsque vous ne pouvez plus faire aucun mouvement. Le jeu s'inspire du gameplay de Shariki, un jeu russe sorti en 1994 sur MS-DOS. Mais petit à petit, les mécaniques s'enrichissent. Dans Bejeweled 3, sorti en 2010, 4 joyaux identiques alignés donnent un joyau explosif qui détruit tous les joyaux adjacents, 2 séries de 3 joyaux identiques croisés donnent un joyau qui détruit la ligne et la colonne autour de lui, et 5 joyaux identiques alignés créent un hypercube qui, une fois échangé avec un joyau, va détruire tous les joyaux de la même couleur dans la grille. J'espère que vous m'avez suivi. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est quasiment les mêmes règles pour les bonbons de Candy Crush. Mais du coup, pourquoi PopCap Games n'a jamais porté plainte contre King ? Eh bien parce qu'il n'y a pas d'infraction de copyright. Incroyable, n'est-ce pas ? Le créateur de Bejeweled a lui-même annoncé que dire que Candy Crush Saga est un clone de Bejeweled, c'est comme dire que Half-Life est un clone de Quake. Effectivement, malgré les similarités dans les mécaniques, Candy Crush se détache de Bejeweled sur de nombreux aspects, suffisamment pour ne pas être accusé de plagiat. Le jeu se décompose en niveaux à finir, avec différentes formes de grilles, des obstacles inédits et des missions variées. Alors que dans Bejeweled, les modes principaux sont les modes classiques et action. Candy Crush s'est donc servi des mécaniques de base de Bejeweled pour les transformer en jeux nouveaux. Et puis, un jour, aux alentours du 21 janvier 2014, on apprend que King souhaite déposer comme marque le mot Candy et ainsi faire pression sur tous les jeux mobiles comportant ce mot. L'argument de l'éditeur, c'est que leur jeu faisait de plus en plus l'objet de violations de copyright, d'où l'objectif de protéger les joueurs de la confusion créée par les méchants clones qui inondent le marché. Mais dis donc, ne serait-ce pas par hasard un énorme foutage de gueule, sachant que la majorité des jeux de King sont des repompes de concepts existants ? Eh bien ainsi, et cette décision a fait couler beaucoup d'encre. Les éditeurs devaient défendre la légitimité de leur titre pour ne pas être retirés du store. C'est quand même très problématique qu'un géant bloque un mot et fasse sa propre loi dessus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à faire pression sur Candy Swipe, un jeu qui a été développé en 2010, soit 2 ans avant Candy Crush. Et quand quelqu'un a les armes et l'ironie d'attaquer un concurrent créé avant lui, et sur qui il a probablement repompé quelques mécaniques, c'est très grave. Face à cette décision, des centaines de développeurs indépendants se sont rassemblés autour de la Candy Jam, un événement créé pour l'occasion, visant à développer un maximum de jeux sur le thème des bonbons, avec si possible le mot Candy dans le titre, afin de manifester leur mécontentement. Et il y a des créations qui sont très drôles. Incredible. Amazing. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. King, qui a aussi déposé le mot saga, a eu le culot d'attaquer The Banner Saga, un jeu qui n'a absolument rien à voir. Et quand on va trop loin, il faut s'attendre au juste retour du bâton, puisque l'éditeur du jeu Scamper Ghost a accusé King de l'avoir plagié pour son jeu Pack a Void. Le CEO s'est excusé pour ce malheureux incident, déclarant au passage qu'il s'agit d'une exception à la règle, et que King ne clone pas de jeu, et nous ne voulons pas que quiconque clone nos jeux.
Pas que Void fut ensuite retiré du marché. Si vous aviez trouvé injuste que King se soit attaqué au jeu Candy Swipe ou The Banner Saga, et que, comme Usul, vous avez envie de crier salaud, sachez tout de même que les éditeurs auraient trouvé un accord et que les poursuites ont été abandonnées. Sachez également que King a finalement retiré sa marque déposée Candy, mais seulement aux États-Unis. Ce coup de force aura tout de même eu un rôle dissuasif puissant sur les éditeurs concurrents. 15 janvier 2016. Après mon test de Bejeweled, je ne voulais toujours pas attaquer Candy Crush. J'ai téléchargé une quinzaine de clones sur Google Play afin de voir ce que valaient les fameuses copies avant de découvrir le jeu original, si tant est qu'il le soit réellement. Bah ouais, on parle tellement des clones de Candy Crush que j'ai voulu y jouer avant même de tester la version originale, et effectivement, il faut pas chercher très loin pour en trouver. Il me suffit de taper le mot Candy sur Google Play et c'est l'avalanche. Reconnaissons qu'il y a quand même vraiment de l'abus par moment. On est carrément dans le plagiat. Les petits éditeurs n'ont aucun respect entre eux. Regardez-moi ça. Il y a des dizaines d'applications qui s'appellent Candymania, c'est la foire au nom loufoque avec des mélanges de franglais, des de partout. Il y a même un 2017 alors que j'ai fait cette capture d'écran en 2016, et on a des extensions à n'en plus finir comme Toyland ou Monstre Marin. C'est vraiment le bazar. Les descriptions d'applications traduites sont tout aussi drôles. Hermine, je te laisse lire. Bonbon Mania est un nouveau jeu apporte une nouvelle façon de match 3 Fruzzle. Divers bonbons colorés attendent pour vous de casser. Bonbons éliminés, le jeu classique. Globalement, si on regarde un peu les screenshots des applications, c'est vraiment un défilé de mauvais goût. Allez, j'en prends une au hasard, Bonbon Frénésie. On est d'accord qu'ils ont juste tapé le titre anglais sur Google Trad. Et le pire en plus, c'est que le jeu s'appelle en réalité Candy Frenzy. Allez, j'en pioche un deuxième. Ici, l'éditeur s'appelle King Size. Sur l'échelle du foutage de gueule, on est à Mighty Number 9 sur 20. Mais de tous les clones, mon coup de cœur c'est Candy Blitz Deluxe. Il a des graphismes absolument sublimes. Et si votre détecteur d'ironie est cassé, c'est pas vrai. C'est juste ultra hideux. Le bon goût et l'esthétique sont morts une fois de plus. Les sprites sont mal découpés, c'est pas intéressant. Je pense qu'on peut dire objectivement que ce jeu est mauvais. Et pourtant, si je regarde les commentaires, il y a quand même 7786 utilisateurs qui l'ont noté 5 étoiles. C'est simple et sympa, j'aime, je vous conseille ce jeu si vous aimez Candy Crush Saga, et ben celui-là aussi. Je vous conseille ce jeu, il est hyper cool. Vraiment hyper captivant ce jeu, dès qu'on commence on ne s'arrête plus. C'est une copie de Candy Crush Saga, mais c'est cool, conseillez. Ce jeu est trop bien. J'ai bien aimé, ça détend, je vous le conseille si vous êtes fan de Candy Crush. Non mais quitte à être fan de Candy Crush, autant choisir un clone 10 fois plus joli. Je me demande s'il y a pas des bots pour remonter la note. J'ai du mal à comprendre comment on peut se lancer dans un marché aussi saturé avec une copie bas de gamme et espérer récupérer les miettes des utilisateurs qui jouent déjà à Candy Crush. Pourtant, dans cet amas de copies, il y en a une qui s'est démarquée à mes yeux, et déjà, rien que graphiquement, c'est une claque. Les animations sont super fluides, la carte des niveaux est très jolie, on a des missions originales, un système de craft pour les items bonus, bref, voici Crafty Candy, mon vrai coup de cœur. Je suis sous le charme. Puis après cette découverte, est venu le moment tant attendu où j'ai enfin installé et lancé Candy Crush. Et là, c'est le choc. C'est ultra moche, sérieux. Quand tu passes de Crafty Candy au leader numéro 1, la transition est brutale. Regardez-moi cette map de niveau qui n'en finit pas. Vous trouvez ça beau sérieusement? Les personnages sont anti-charismatiques au possible, et même la musique donne envie de se pendre après 15 minutes en boucle. Je vais y jouer parce que c'est le sujet de la vidéo, mais dès que j'ai perdu mes 5 vies, je retourne sur Crafty Candy. Oui, parce qu'il faut savoir un truc à propos de ces 5 vies. À chaque fois qu'on échoue une mission, en dépassant le nombre de coups autorisés par exemple, on perd une vie. Et on doit attendre un certain temps avant de les récupérer. Sauf si vous spammez vos amis sur Facebook ou si vous payez. Mais si t'es une personne qui se respecte un minimum, pas trop non plus car je te rappelle que tu joues à Candy Crush, tu vas attendre le temps nécessaire. Sauf que c'est aussi une stratégie de King afin de jouer à ses autres applications le temps de patienter. Et le choix ne manque pas. Me concernant, après mes 5 vies épuisées sur Candy Crush, je jouais à Crafty Candy. Et après mes 5 vies épuisées sur Crafty Candy, je pouvais retourner à ma vie sociale. Jusqu'à la prochaine notification qui m'informait que j'avais récupéré toutes mes vies. Mais si seulement il n'y avait que ça. Vous vous souvenez de la map? En plus d'être immonde, elle est gigantesque. Vous ne trouvez pas ça déprimant d'arriver sur un jeu et de vous dire qu'il y a plus de 2000 niveaux qui vous attendent? Et que, lorsque vous aurez enfin réussi les 100 premiers, les développeurs en auront créé 100 nouveaux? Sérieusement King, pourquoi vous faites pas un Rock Tile Matching Game? Enfin, si ça se trouve, ils ont déjà créé un programme qui génère des nouveaux niveaux à l'appel. D'ailleurs, je me souviens, quand je voyais des gens jouer à Candy Crush, bien avant que je ne m'y mette, je ne comprenais pas comment ils pouvaient dire qu'il est bloqué sur un niveau. Pour moi, c'était juste une question de malchance, ce qui n'est pas faux. Mais il y a quand même une certaine réflexion derrière les gestes à faire. Il faut réaliser les bons combos aux bons endroits pour finir un niveau dans le nombre de coups imparti. Et ça force le joueur à penser chacune de ses actions. Bon, je vous avoue que je passais pas non plus 1 heure à réfléchir à chaque coup. Donc, si je fais cet alignement, je vais avoir 3 bonbons qui vont tomber avec une probabilité de 1 chance sur 49 d'avoir un alignement combo qui va ensuite entraîner en cascade la chute des 2 colonnes adjacentes. Je dirais même que j'y allais parfois un peu trop vite. Et vous n'imaginez même pas le nombre de fois où je me suis dit « Ah mais non, j'aurais dû faire ce coup-là, ça aurait été mieux, je viens de casser un combo !» Un autre aspect rageant du gameplay, ce sont les coups pour rien. Quand il n'y a plus aucune combinaison possible, les bonbons changent de configuration pour débloquer la situation. Mais s'il reste une seule possibilité, on est obligé de la faire. Du coup, il y a des moments où on enchaîne sur plusieurs tours le seul déplacement possible sans que ça ne fasse avancer la partie. En général, quand ça t'arrive, tu sais déjà que c'est fichu et que ta vie est perdue d'avance. On peut d'ailleurs s'interroger sur la proportion qu'a la chance dans une partie de Candy Crush. Existe-t-il toujours au moins une possibilité de gagner pour chaque configuration de partie?
Peut-on tomber sur des configurations où, quelles que soient les actions du joueur, il est impossible de gagner? Si vraiment il y a des parties condamnées d'avance, cela veut dire que Candy Crush alimente l'illusion que le joueur qui perd avait la possibilité de gagner s'il avait agi différemment. Et ça, c'est un gros problème. On a un réel manque de transparence sur toutes les applications de ce style. L'éditeur peut très bien arranger l'algorithme pour manipuler le joueur et son sentiment de contrôle sur le jeu. Voici un exemple tout bête. Je viens de sortir Dice, une application qui simule un lancer de dés. Ne cherchez pas sur le store, c'est fictif. Vous gagnez 2 points si vous faites un 6, 1 point si vous faites un 5 ou un 4, 0 points si vous faites un 3 ou un 2, et vous perdez 2 points si vous faites un 1. Vous allez me dire que, statistiquement, vous avez plus de chances de gagner des points que d'en perdre. Et vous auriez raison s'il s'agissait d'un dé physique non pipé. Mais pour mon application, je peux très bien voir coder les chances de tirer chaque face de la manière suivante. Je vous ai donc trompé en vous montrant un dé, et vous avez fait le parallèle avec l'objet physique, dont chaque valeur est équiprobable. Or, dans mon code, ce n'est pas du tout le cas. Eh oui, il n'y a pas d'huissier de justice derrière tous les tirages au sort des applications, donc les développeurs peuvent facilement truquer leur code. Concernant Candy Crush, il a été dévoilé que la difficulté s'adaptait à votre progression. Les premiers niveaux du jeu sont volontairement faciles pour vous habituer à gagner et vous donner envie de continuer, puis votre chemin commencera à être parsemé de pics de difficulté, présents dans l'unique but de tester votre détermination. Et, entre 2 pics de difficulté, on vous remet quelques niveaux faciles pour que vous repreniez confiance en votre formidable capacité à résoudre des casse-têtes. L'algorithme, quant à lui, va analyser si vous revenez souvent après un échec ou si vous êtes du genre à abandonner facilement. Si c'est le cas, il baissera le niveau de difficulté pour tenter de vous garder sur le jeu. Et inversement, si vous êtes acharné et que vous revenez souvent, il n'hésitera pas à garder une haute difficulté. Tout ceci n'a qu'un seul but, provoquer chez vous de la frustration dans l'espoir que vous achetiez des bonus ou des vies pour finir le niveau. Et tous les joueurs de Candy Crush ont déjà expérimenté des missions sur lesquelles le nombre de tours pour agir est ultra limite. Ah, si j'avais eu un tour de plus, j'aurais fini. Ce sont clairement des niveaux faits pour cramer vos bonus si vous faites partie des joueurs non payeurs. Pour ma part, je ne touchais jamais aux bonus. Je faisais toujours l'effort de finir les niveaux 100. Et puis, une fois, j'ai commencé à bloquer pendant 2 jours sur le même niveau. Je me suis alors mis à calculer s'il n'y avait pas la possibilité de gagner avec un bonus. J'ai anticipé minutieusement toutes mes actions afin de me garantir la victoire si je l'utilisais. Et ça a marché. Et petit à petit, j'ai fini par songer de plus en plus à eux lors des phases de blocage. Il y a des fois où ça marchait très bien, et d'autres fois où je m'étais complètement planté sur mon schéma mental, et c'est super rageant de cramer un bonus pour rien. Un truc qui me fait bien marrer au passage, ce sont les solus de Candy Crush sur internet. En gros, vous avez juste publié une vidéo de votre partie au moment où vous avez gagné. Il n'y a pas de solus universel vu que toutes les parties sont différentes. 12 mars 2016. Aujourd'hui, avant de commencer les cours, je vois une amie jouer à Candy Crush, mais les niveaux semblent assez différents. Elle me répond qu'il s'agit de Candy Crush Soda et que c'est bien mieux que la version de base. Ni une ni deux, je l'installe, je le lance et là, waouh, c'est cool! Joli, fluide, captivant, rien à voir avec la version saga. J'ai même été surpris de découvrir un level design accrocheur. Les idées sont originales et j'étais réellement curieux de découvrir les prochains niveaux à la manière d'un bon jeu de plateforme. Vu qu'il y a soda dans le titre, le concept, c'est que les bonbons dans le soda flottent et remontent jusqu'à la surface, et les bonbons en dehors tombent. Il y a également des missions où il faut emmener des oursons dans une bulle jusqu'à la limite encollée bonbons, et encore plein d'autres petites idées intéressantes. En plus, on peut faire des combinaisons en carré, ce qui est possible aussi dans Crafty Candy, mais pas dans Candy Crush Saga. Donc quand je passais d'un jeu à l'autre, il y avait toujours un moment où... mais pourquoi ça marche pas? Bref, c'est à partir de ce jour-là que je suis devenu réellement accro. Pendant mes pauses, je faisais des parties sur ces 3 jeux jusqu'à ce que j'épuise toutes mes vies. Rassurez-vous, je n'ai rien payé, j'ai résisté, mais j'ai quand même passé un certain temps chaque jour sur mon smartphone à déplacer des bonbons. D'ailleurs, on peut se demander comment King arrive à faire du profit avec son jeu Star. Si tous ces joueurs étaient comme moi, la boîte aurait vite coulé. Eh bien, c'est ça la magie du freemium. Rendre son jeu accessible au plus grand nombre avec un téléchargement gratuit et proposer des micro-paiements pour débloquer des bonus ou du contenu supplémentaire. L'application entière est pensée pour vous rendre accro et vous inciter à dépenser vos précieux euros. En plus, le fait d'offrir une récompense quotidienne pousse le joueur à revenir chaque jour sur le jeu. Si ça ne marche pas pour moi, car j'ai conscience de la futilité de tels achats, dans le lot, il y a forcément des gens qui craquent. Et en tant que joueur, on est soumis à des contraintes qui peuvent être facilement esquivables si on paye. Vous devez attendre avant de débloquer le prochain monde? Attendre avant de récupérer vos vies? Ce niveau est trop difficile et vous n'avez plus aucun bonus? Payez, donnez des sous, et vous pourrez rejouer aussitôt. En bref, l'expérience de jeu est difficilement agréable si on ne paye pas. Gratuit, oui, mais à quel prix? En même temps, jouer à ce genre de jeu sans vouloir payer, c'est quand même cautionné. Certains chiffres disent que seulement 2,6% des joueurs de Candy Crush ont déjà payé. Et pourtant, ces 2,6% rapportent environ 470 000 € par jour à l'entreprise. Ah, ces joueurs qui payent, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Dans le pire des cas, ce sont des gens réellement accros, de la classe moyenne, qui ont mordu aux techniques d'accroche. Au mieux, ce sont des joueurs suffisamment riches pour se le permettre. Si, comme moi, vous êtes résigné à ne jamais payer, tout se passera bien. Mais il suffit qu'une fois, vous vous disiez « Non, là j'en ai vraiment marre de bloquer sur ce niveau. Je vais faire un achat, mais c'est le seul. » Il y a de fortes chances qu'en franchissant ce premier pas, vous refassiez un jour un nouveau petit achat. Ça y est, c'est trop tard. Votre esprit s'est habitué à l'idée de payer de petites sommes de temps en temps pour vous débloquer de situations créées dans l'unique but de vous faire craquer. Nous sommes bien loin dans League of Legends, où seuls des skins sont en vente et ne donnent aucun avantage. C'est juste de l'esthétique et une manière pour les fans de faire un petit geste financier pour le jeu sur lequel ils ont passé des centaines d'heures entre amis. Là, avec le freemium, on lance une canne à pêche avec un bowler au bout de l'hameçon dans
dans un océan rempli de poissons en attendant que ça morde. Ce n'est pas pour rien que l'on surnomme les plus gros payeurs des baleines. Il a été révélé que certains éditeurs de jeux mobiles sont allés jusqu'à créer un item ou un niveau personnalisé spécialement pour un seul joueur qui dépensait des sommes colossales dans le jeu. Autant savoir bichonner ses plus gros clients, n'est-ce pas? En plus, grâce au profil Facebook rattaché au compte, il est facile d'identifier qui sont ces généreux donateurs. Les plus gros payeurs sont souvent des enfants d'émirs, de personnalités politiques ou de patrons fortunés. Mais si on se place du côté des éditeurs, la survie est également très difficile dans le milieu. Suffit de voir le nombre de concurrents et de clones sur le marché. Pour les plus chanceux, dont le succès est dû à un gros jeu phare, il reste difficile de reproduire le même phénomène sur un deuxième jeu. Regardez Mojang, qui, après le succès de Minecraft, a sorti Scrolls, un jeu vidéo de cartes à collectionner en ligne, dont les serveurs fermeront en 2016, soit un peu moins de 2 ans après sa sortie. Beaucoup d'éditeurs n'arrivent pas à réitérer le même succès, alors qu'il y a nécessité de proposer de nouvelles créations avant que les revenus générés par leur jeu phare ne s'épuisent. Si l'on prend Zynga, dont 75% de leur activité est liée au jeu Facebook, l'entreprise a vu son nombre de joueurs de Farmville chuter de 298 millions à 122 millions sur l'année 2013, soit 40% de joueurs en moins. Candy Crush connaît aussi une chute progressive au fil des années. Le studio Rovio Entertainment, créateur de la saga Angry Birds, s'est tourné vers les produits dérivés pour survivre, exploitant l'image de marque de son jeu à succès. Peluches, BD, films, parcs d'attractions, cela permet d'assurer une stabilité financière et de faire perdurer l'univers dans l'imaginaire collectif. Pour conclure, faut-il jouer à Candy Crush? Non, clairement non. Candy Crush est un passe-temps qui ne vous apporte rien culturellement, vos gestes deviennent automatiques, cela occupe votre cerveau pour patienter dans les transports, et peut même vous manger du temps libre si vous devenez accro. Entre nous, il y a des centaines d'activités préférables pour vous occuper, et bien d'autres jeux plus enrichissants, capables de nourrir votre imaginaire, ou de vous procurer une vraie sensation de divertissement. Candy Crush égale Sudoku. Voilà, la comparaison est lâchée. Candy Crush égale solitaire, ça marche également. Et du coup, t'as fait comment pour sortir de ton addiction? C'est marqué à la fin de mon journal de bord. À ce propos, on ne peut pas réellement parler d'addiction. Même si on peut y jouer avec excès, cela ne nous empêche pas de profiter de la vie durant les temps de non-jeu. Il n'y a rien de pathologique. Du coup, voici la fin de mon expérience. 5 mai 2016. Alors que je continuais mon expérience à la fois sur Crafty Candy, Candy Crush Saga et Candy Crush Soda, j'ai fini par me lasser de Saga car ses mécaniques étaient moins complètes que les 2 autres jeux. Et puis, après avoir bien ragé sur certains niveaux, j'ai finalement lâché Candy Crush Soda. Il ne me restait plus que Crafty Candy. Comme le jeu était encore récent, je me suis fixé pour objectif d'atteindre le dernier niveau de la map en développement, bien plus accessible que sur Candy Crush. J'y jouais facilement 2 à 5 fois par jour, j'étais vraiment accro, mais petit à petit, j'ai enchaîné les niveaux et je suis allé suffisamment vite pour rattraper mon retard et arriver tout au bout de la map. Une fois cet objectif atteint, et même si de nouveaux niveaux arrivaient bientôt, je n'avais plus vraiment de raison de continuer, et je me suis définitivement détachée de tout ceci. Bon, entre-temps, j'ai quand même testé Fort Boyaren et Pokémon Go, mais aujourd'hui, la seule appli que je continue à lancer quotidiennement, c'est Miitomo. Ça fait vraiment plus d'1 an que je suis sur Miitomo? Mais pourquoi est-ce que je reviens encore dessus tous les jours? En tout cas, si vous jouez toujours à Candy Crush, pensez à bien vous brosser les dents après, sinon vous allez finir comme Elsa. I have got a lot of pain in my mouth. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, qui a été très long à écrire. Je tiens à remercier tout particulièrement Thomas Gaon, psychologue clinicien, membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui m'a accordé une interview sur le sujet, et qui m'a délivré beaucoup d'informations, notamment sur toutes les mécaniques d'accroche des jeux mobiles. En attendant, vous pouvez partager la vidéo si vous avez aimé, me suivre sur les réseaux sociaux, et me soutenir sur Tipeee. À bientôt!